J'aimerais commencer en levant mon verre aux confrères artisans et artisanes de l'antichambre à RDS qui présentait son 3 millième épisode plus tôt cette semaine. Oui, mais c'est sûr, eux, ils en font tous les C'est jours. exactement. Ça, parce que là, nous, on est rendu à combien? Ben, je vais te le dire tantôt. OK. Mais ça s'en vient. Mais on est loin. On est très loin. Là, je ne voulais pas qu'on ramène ça à nous, mais on peut. Mais multiplie par 6, là. En même temps, c'est on toujours est ça quand même qu'on pas fait. loin. Écoute, je pense que c'est 15 ans. Autour de 15 ans que l'émission existe. Bon, vous autres, peut-être que vous êtes là après le match, vous travaillez et tout. C'est peut-être pas un rendez-vous important. Mais moi, il faut que je dise que il y a dans cette émission-là, puis bon, les panélistes ont changé au cours des années, puis les animateurs aussi, mais jaillit personne. Et ça, c'est pas une mince affaire. Parce que j'ai tendance à avoir de la misère avec ben du monde, mais je ne peux pas me souvenir de quelqu'un, un panéliste ou une panéliste ou un animateur ou une animatrice que, il y a une belle authenticité chez chacun de ces intervenants-là, puis on la trouve pas partout. Puis je présume que ça explique un peu la pérennité puis le succès de cette pérennité-là. Il n'y a aucun analyste, si tu réfléchis, là, dont tu n'apprécies pas la part. Donc, c'est qui votre analyste que vous aimez le moins chez dans l'antichambre? Non. OK, ben je vais vous donner des initiales. Okay? Non, mais sérieusement, il y a un bon niveau de qualité, je trouve. Ouais, c'est pas un rendez-vous pour nous, là, évidemment. Mais non, c'est ça, vous autres, vous êtes dedans. Mais moi, j'ai plus l'expérience à la maison. Quand ça a commencé, j'étais plus jeune et tout, je me rappelle que je l'écoutais un peu. Ça faisait un peu concurrence à 110 il y avait plein de monde, là, que je n'étais pas toujours... Plein de monde. C'était dans la foulée de ça. Tout le monde a eu son talk show de sport. Il y en a eu un ici à Radio-Canada. Moi, que j'aimais bien, qui a été animé par Michel Villeneuve. La zone, c'était plutôt bon. À un moment donné, quand Dave Morissette a commencé de mémoire, c'était genre à LCN, si je me trompe pas. Tard le soir. Tout le monde en a eu. Puis quand l'antichambre est arrivé, c'est vrai que ça avait un ton égal, plus posé, plus analytique, ce qu'on entendait à TQS à l'époque et tout. Le mouton noir. Oui, pour les jeunes qui n'ont pas connu. Pour les jeunes, le mouton noir de la télé. C'est pré-nouveau. C'est Télévision 4 saisons. Pré-V, oui. Entre Télévision 4 saisons et V. Alors, ça s'inscrivait dans l'époque, là, à ce moment-là. Ils ont duré très longtemps. Alors, c'est tout à leur honneur, mais effectivement. Mais ça dépend des panélistes. Mais je l'écoutais à l'occasion avant de couvrir le CH, mettons, comme fan de hockey en général. Là, ça pouvait m'arriver. Puis, ils ont des panélistes très intéressants. Moi, personnellement, quand Guy Boucher est à l'antenne, je l'écoute toujours avec attention. Je trouve qu'il apporte... Lui, il est bon. Je le trouve particulièrement... Oui, particulièrement. Il y a un bon... il y a des angles intéressants, un éclairage aussi. Tu vois qu'il est encore pas impliqué, mais que son... Il y a le pouls, là. Il y a le pouls du hockey professionnel puis de la Ligue nationale et tout. Alors ça, j'aime bien ça. Puis, félicitations. Oui, félicitations aux collègues qui ont duré aussi longtemps. C'est pas rien. Ouais. Non, puis il n'y a pas de... Non, mais je vais le dire parce que c'est vrai que la zone, c'était pas mauvais, mais moi, j'ai jamais été un fan de l'animateur, qui est d'ailleurs de retour sur Twitter. Sur Twitter, il fait beaucoup de bruit. Je le trouve, oui. Il me dérange moins sur Twitter. On dirait que je sais pas, il y a quelque chose... Mais il n'y a pas de ce type-là. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de ce type-là d'approche dans l'antichambre. Puis ça, moi, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Ouais. Moi, Michel Villeneuve, j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler avec lui. Tout le monde que je connais j'ai beaucoup appris à travailler avec lui. Apparemment qu'il travaillait très rigoureux et il travaillait très fort. Exactement. Il aime ça brasser. Il y a une grosse cuillère. Il y a deux personnalités. J'imagine. Quand les réflecteurs allument, c'est pas le même chose. Mais c'est ça. Puis il y en a d'autres qui pratiquent ce style-là, qui sont ses héritiers. Mais c'est ça, cela dit, concernant... l'antichambre. Mais qui sont peut-être moins sympathiques dans la vie de tous les jours. Concernant l'antichambre, je salue Stéphane Langdo, qui est probablement l'animateur qui a animé le plus l'émission. Et je trouvais ça drôle ou étrange cette semaine que dans les célébrations de l'émission, son nom n'ait pas été mentionné. C'est parce qu'on l'a sorti avec du goudron et des plumes, là, quand même. Bien, il ne voulait pas que son nom soit associé à un scandale. Mais lui, personnellement, on ne rentrera pas dans ces potins-là, mais disons qu'à RDS, il n'y a personne qui a versé des tas de larmes. Bon, sinon, avez-vous regardé les oliviers? Là, je vais vous sauver de votre... C'était pas bien bon, ça non plus. Pour vrai! Moi, j'ai regardé... ça drôle, les oliviers, mais jamais. Moi, ça faisait des années que j'avais rien vu, mais là, j'avais tellement entendu parler du numéro d'ouverture de Catherine Levac, puis de tout ça, des différents sketchs. Je suis allé les réécouter par morceaux en rattrapant
rattrapage sur Internet parce que je suis jeune et cool. Puis non, j'ai comme renoué, moi qui n'avais pas du tout, qui avait pas boudé, là, mais qui avait arrêté de regarder ça. Parce que je sais pas si vous savez ça à mon sujet, mais j'aime ça rire. Et il fut un temps où le gala des Oliviers, je le regardais. Ben, je sais pas, je pense que c'est bon pour la santé. Okay. C'est la seule affaire que je fais de positive. Mais non, j'ai trouvé Catherine Levac super bonne. Le sketch de Arnaud Soli puis Virginie Fortin, c'était très, très drôle. Pas vraiment. Non. Ah non? Non. Et pourtant, je les aime beaucoup séparément. C'est ta génération. Mais je les aime beaucoup. Mais on dirait qu'aux Oliviers, je sais pas, ça marche jamais. La sauce prend pas. Les humoristes qui essayent de faire rire des humoristes, il y a comme toujours une espèce de surenchère de ça va être qui le plus drôle, puis je sais pas, moi ce gala-là ne m'a jamais parlé. Tu regardé en direct? J'en ai regardé des petits bouts en direct, ouais. Ce gala-là? Ce gala-là. D'accord. Nous autres, on est des journalistes sportifs qui parlent à d'autres journalistes sportifs. Je sais pas si on les fait rire. Oui, c'est vrai. Je sais pas si on les... Je sais qu'il y en a plusieurs qui nous écoutent en tout cas, parce qu'ils nous le disent. On s'en fait parler. OK, aujourd'hui, Montembeault se fait un nom. Les sénateurs sur le point d'être vendus. Et qui franchira la ligne? C'est tellement hockey, épisode 229. Avec votre chroniqueur au service des sports de Radio-Canada, j'ai nommé M. Martin Leclerc. Salut Martin. Salut mon ami. C'est bon. Mes amis. Salut mon espèce de... Et votre journaliste affecté aux affaires du Canadien et de la LNH, M. Alexandre Gascon. Salut Alex. Bien le bonjour, messieurs. Je m'appelle Alexandre Coupal. Je pense que c'est beaucoup plus de constance. Je pense que c'est un petit peu plus de maturité aussi comme gardien. Plus d'expérience. C'est une petite combinaison de beaucoup de choses, mais ça part avec le joueur. Tu sais, on peut tout faire bien pour lui, mais c'est lui qui est dans le net. Puis non, il y a une très belle progression cette année. Vous savez ce que vous avez en Jake Carlin, Montembeault, on ne sait pas toujours quand les gardiens ont cet âge-là. Ça fait 4 départs de suite. Est-ce que c'est un peu l'idée de savoir là, d'ici la fin de la saison qu'est-ce que vous avez en Montembeault? Non, je pense qu'on sait ce qu'on a. Je pense qu'on le sait. Alexandre Gascon, donc, qu'on vient d'entendre. Qui fait une apparition dans ce balado. C'est vrai qu'il fait une apparition. Non, mais il est partout. Même dans les clips d'après-match de l'entraîneur Martin Saint-Louis. Non, mais il faut le travailler un peu. C'est comme... Martin, dis-le donc, Martin, qui est bon. Dis-le donc, qui est bon. Depuis le début de l'année, il faut le travailler là-dessus. Un beau travail là-dessus, d'ailleurs. Puis je pense qu'il y avait une sensibilité, entre guillemets, à préserver. Là, je dis pas que Jake Carlin a l'épiderme sensible, pas du tout. Au contraire, c'est même un collègue très généreux de son temps, de sa science, dans l'échange, dans la communication, etc. Mais il l'a dit au début de l'année, je pense qu'on était au mois de novembre, Montembeault allait bien mieux que Jake Carlin. Et puis, il a été très clair, Saint-Louis, en disant « Arlen, c'est notre numéro 1, c'est lui qui va garder les buts demain. » Alors, depuis ce temps-là, tu sens qu'il fait attention à ne pas trop vanter Samuel Montembeault. Pourquoi exactement? C'est dur à dire parce que Kent Hughes, lui, quand on lui avait posé la question à son bilan de mi-saison, avait été plutôt catégorique en disant il s'en va nulle part. Sam s'en va nulle part. Puis c'était pas comme il s'en va nulle part, genre il est perdu puis il sait pas où il s'en va. Son GPS ne fonctionne pas. Exact, c'est plus il va rester à Montréal. Alors, il y avait comme une dichotomie un peu entre les deux discours. Puis je sais pas à quoi ça tient exactement, ça, cette prudence-là de Martin. Il fait généralement assez attention à ne pas trop encenser qui que ce soit, mais il a été plus dithyrambique avec d'autres. Là. Puis, absolument. Montembeault, on dirait que c'est ça. Des fois, dis-le, tu vas le dire. Il faut y arracher. Puis ce que je trouvais drôle, c'est qu'ils disent... Oui, on sait qu'est-ce qu'on a. Ben, c'est pour ça que j'ai gardé... Parce qu'on en a assez de toi dans ce balado-là, sérieusement, mais là, j'avais pas le choix. C'est pour ça que j'ai gardé ta suggestion. Malheureusement, la prochaine fois, je le ferai dire par quelqu'un d'autre. L'espèce de petite réponse où est-ce que c'est ça, il dit, on le sait ce qu'on a. J'ai été surpris qu'il réponde ça. Ouais, parce que tu l'as bien travaillé. Bon travail. Ça m'a étonné parce qu'est-ce qu'on le sait vraiment? Est-ce qu'on le sait vraiment, Martin? Martin, qu'est-ce qu'on a en Samuel Montembeault? Ben, écoute, on commence à le voir. Moi, je trouve que c'est une belle histoire. Ça montre à quel point à la position de gardien, il faut avoir l'occasion de se faire valoir. C'est la position probablement dans la Ligue nationale où l'offre surpasse le plus la demande. Il y a juste 64 emplois qui sont disponibles. Tu as des gardiens qui sont exceptionnels, qui n'ont jamais la chance de se faire valoir ou qui sont de calibre pour jouer dans la Ligue nationale, qui n'ont pas la chance de se faire valoir. C'est une question de timing souvent. Puis
Montembeault, lui, c'était comme une feuille au vent. Là. Il a été sélectionné par les Panthers de la Floride. Il n'y avait pas de place pour lui dans cette organisation-là. Arrive une blessure à Montréal, puis il se fait réclamer au ballottage. Puis, c'était une mesure temporaire. Là, puis la situation s'est tellement dégradée à Montréal qu'il a eu la chance de jouer. Et plus il joue, plus il montre qu'il est capable de jouer dans la Ligue nationale et qu'il est capable de se faire une place là. Et je me souviens, il y a une séquence, c'était un peu avant les fêtes, si ma mémoire est bonne. Non, c'est tu parles de sa bonne séquence? Oui, de sa bonne séquence. C'est au début janvier. Au début janvier, où il n'y avait pas beaucoup de gardiens là, dans les 10 dernières années qui avaient connu autant de succès que ça. Donc, il montre qu'il est capable d'exceller et on dirait... Et c'est une constante, je trouve, depuis qu'il était avec le Canadien. Quand il y a des occasions de jouer souvent, qu'on lui donne le filet régulièrement, plus il joue, mieux, plus à l'aise il est devant le filet, plus constant il est. Alors, tu sais, c'est pas la séquence qu'il connaît là. Il l'a montré déjà plus tôt cette saison qu'il est capable de faire ça. La séquence dont tu parles, c'était du 9 au 21 janvier. Il y avait eu 7 départs, puis là-dedans, il y en a dans 6 des 7 départs, il avait maintenu un taux d'efficacité d'au moins 925. Il y avait des 9,50, 9,60, 9,70. Ce qui est très, très, c'est ça. Avec une mauvaise équipe, derrière une mauvaise équipe. Ouais. Derrière l'équipe qui accordait le deuxième plus de chances de marquer de la Ligue. C'est un gars qui maintient ce genre de statistiques-là derrière les Bruins de Boston. Devant le filet des Bruins de Boston, c'est pas la même chose que devant le Canadien cette saison. Donc, il montre des belles choses. Puis je trouve qu'il y a peut-être le bon tempérament aussi pour être gardien à Montréal. Quoique ce n'est pas un contexte de pression extrême là, depuis qu'il est arrivé, mais il a l'air d'avoir une certaine bonhomie. Il n'a pas l'air d'avoir ça plus gros que ça l'est, alors que on sait, être gardien chez le Canadien, le demi-cercle, c'est un des endroits où tu es le plus seul au monde. Tu n'avais pas d'ailleurs fait la une d'un magazine où quand Price, avec un feature de Price, je pense que c'était ça le titre, c'était de The Loneliest Man in the NHL. On a un truc du genre. C'est ça. Alors, il n'a pas l'air à se sentir comme un hobbit dans un tour. Donne-y 2 ans, peut-être. Ben, c'est ça. Quand les attentes vont être très élevées envers l'équipe, mais peut-être ça ne sera jamais Carey Price, parce que Price avait été monté en épingle depuis les rangs juniors. Ouais. Alors que là, c'est comme juste une surprise, comme une agréable surprise. Mais il y a eu à se battre pour avoir son poste. Puis Price, au début de sa carrière, ça lui a peut-être nuit aussi. On l'avait parsemé son chemin de pétales de rose. C'est à toi le poste, mon vieux, voici, c'est toi l'élu. Comme dans Un prince à New York. Et ça avait pris du temps. Et Carey Price est devenu Carey Price après avoir vu Yaroslav Halak connaître son printemps à Halak. Et là, il a vraiment pris une coche, mais il faut que tu te battes pour l'avoir, ce poste-là, et le garder. Et Montembeault, écoute, je trouve que ce sont des belles circonstances pour lui, puis il n'est pas gênant du tout pour le Canadien. Là. Alors, j'ai hâte de voir la suite. Pas gênant. Non. Mais j'en ai parlé avec... Finalement, c'est peut-être pas de la génération qu'on pense. Non, mais c'est parce qu'il l'a dit avec... il l'a dit avec son flegme habituel, mais c'est comme une phrase de mon oncle. C'est pas gênant. Mais cela dit, c'est pas du tout mon oncle. C'est pas ça que je voulais dire. Ça fait une bonne journée, vous deux. Ouais. Je sais pas. Mais c'est vrai que ça glisse un peu, on dirait. On va faire attention. J'avais parlé de Montembeault à Gallagher, que j'étais content de retrouver dans le vestiaire pour lui parler, essentiellement. C'est ça, parce qu'il n'y a pas... C'est là où il est rendu il y a un plus petit utile extrait maintenant. Non, c'est pas vrai. Gallagher, oui. Vas-y. Mais, et puis, j'en ai parlé à caméra fermée, mais micro ouvert. Donc, c'était permis. Et puis, il a été vraiment élogieux. Il a fait la comparaison qu'il ne faut pas faire. Exactement. À mot couvert, mais... À mot couvert, mais quand même directement pareil. Parce que, sans que tu le forces, lui. Pas du tout. La question, c'était, peux-tu juste me décrire la différence que tu vois entre le gars qui a été réclamé au ballottage en octobre 2021 puis le gardien que tu as sous les yeux en ce moment? Comment tu décrirais cette progression-là ou cette différence-là? Puis il a quasiment... Il était là... Il commençait d'un sifflement admiratif. C'est difficile de mettre des mots là-dessus. Il s'améliore constamment. Il fait des arrêts que l'autre gardien qui a joué ici pendant une décennie et demie faisait à l'époque. L'autre gardien, c'est ça. Fait qu'il l'a comparé à Carey Price. Mais pas dit. Non, mais quand même. Il lui prédit pas la même carrière, les mêmes sommets, les mêmes statistiques, les récompenses, etc., etc. Mais il y a quand même qui a osé le placer dans la même phrase que Price. Ça aurait été impensable il n'y a pas si longtemps que ça. Là. Donc, ça démontre à quel point il y a eu une progression fulgurante dans les derniers mois. Puis,
la question est bonne de savoir c'est dû à quoi exactement. Martin, est-ce qu'il sait une réponse un peu en disant un peu de maturité, un peu d'expérience, il y a un peu de Martin Saint-Louis. Martin Saint-Louis. Il y a c'est sûr qu'il y a un peu de tout ça là-dedans. Est-ce que le partenariat avec Éric Raymond lui est particulièrement profitable? C'est possible. Est-ce que le contrat de 2 ans, un volet qu'on lui a donné l'été dernier, donc pour une forme de stabilité pour la première fois de sa carrière, une tape dans le dos, j'en ai déjà parlé ici, ça peut faire une grande différence pour un athlète. Là, après son contrat de recrue, Montembeault avait signé à 3 reprises des petits contrats d'1 an, 2 volets, faisait la navette dans la Ligue américaine. C'était pas du tout dans le même contexte. Là, c'était la première fois qu'on lui disait, regarde, on juge que tu es un gardien de la Ligue nationale. Dans quel rôle exactement, on ne sait pas, mais on te fait confiance. Donc, peut-être pour toutes ces raisons-là, l'âge aussi, il en est rendu à un point de développement qui le mène où il est en ce moment. Mais j'ai quand même été, donc, curiosité que Martin Saint-Louis nous dise, on sait exactement ce qu'on a. Ouais. Parce que moi, j'ai l'impression que on commence à le savoir, mais est-ce qu'on est sûr à 100%? Peut-être que le sont. Et l'autre point d'interrogation que j'avais, c'est quand il a dit, tu sais, c'est lui, on a beau tout faire pour lui, ça lui revient, c'est entre ses mains. C'est comme si ça allait, on a souvent entendu ça pour Galchenyuk, mettons, ou pour Jesperi Kotkaniemi, ou comme si ça laissait entendre que justement, il n'y avait peut-être pas les meilleures habitudes de travail, ou c'est pas ce que je dis, là, mais je me demande c'est quoi qu'il y avait sous-entendu dans cette phrase-là, tu sais. Parce que c'est rare qu'un entraîneur va dire on a beau tout faire pour lui, c'est à lui, là, faut que ça, et là, il a compris. C'était un peu comme ça. C'est pas tant que c'est rare, c'est juste que ça arrive dans des cas... des cas comme ça. Alors, mais peut-être que je lis trop entre les lignes, là, mais ça quand même... j'ai levé le sourcil. Ouais. Ce qu'ils ont, en tout cas, c'est un gardien qui va être joueur autonome à la fin de la saison prochaine. Prochaine? Oui. Oui, exact. Donc, ils ont du temps. Ils ont beaucoup de temps, oui. No hobbies. I think I watched all of Netflix. And that was about it. Brendan Gallagher, donc après le match, qui dit, parce qu'on lui demandait qu'est-ce que tu as fait pendant tout ce temps-là? As-tu des hobbies? Il dit non, j'ai pas de hobbies. Je pense que j'ai regardé Netflix au complet. Je sais pas s'il a regardé le Gala des Oliviers, lui. Enfin. Il y a personne qui lui a dit qu'il y avait d'autres plateformes de diffusion. Oui, c'est ça. Il n'y a pas juste Netflix, Brendan. Mais c'est ça, tu disais, on n'y avait pas parlé depuis. Non seulement il ne jouait pas, mais il n'avait pas rencontré les médias depuis, d'où ce type de questions. Puis donc, c'était son retour à lui et Kirby Dach, dont on va parler également. Mais peut-être un mot sur Gallagher qui... c'est ça. C'est un peu... On se répète un peu peut-être, là, mais... Je sais que c'est juste un match, là, contre Tampa mardi, mais... C'est pas réjouissant. C'est quoi le mot? Réconfortant. C'est pas encourageant. Encourageant, oui. Ouais, mais c'est un retour au jeu précipité après, parce qu'il ne s'est pas entraîné beaucoup, là. Moi, je lui souhaite juste de bien terminer la saison. À la fin de la dernière saison, Gallagher disait, je vais avoir, pour la première fois depuis quelques années, je vais avoir le temps je vais avoir un été complet pour m'entraîner, pour soigner mes bobos. Je vais redevenir... je suis confiant de redevenir le joueur que j'étais. Puis on n'a pas vu ça cette année. Et moi, je trouve ça inquiétant. Parce que, je tiens toujours compte les chances de marquer, les chances créées par les joueurs et tout ça. Gallagher a été un meneur chez le Canadien pendant plusieurs saisons. Là. Puis la chaîne du vélo a débarqué la saison dernière. Ça a vraiment chuté. Là. Pas juste sa production offensive, mais les occasions dont il bénéficiait. C'était le même niveau qu'un joueur de soutien. Là. Et cette année, je me disais, bon, c'est vrai qu'il a été frappé par plusieurs blessures à répétition, que les étés ont été courts chez le Canadien, que c'est un joueur qui a reçu sa part de coups et tout ça. Et on n'a pas vu, ça a été difficile pour lui encore cette saison. Alors j'espère juste qu'il va avoir la chance de terminer sur une note positive, de retourner encore à la planche à abdominaux, à la planche à dessin, mais c'est inquiétant. Là, il reste beaucoup d'années de contrat et c'est très rare qu'un joueur casse à l'âge de 29 ans comme c'est arrivé la saison dernière, mais il est arrivé, il y a des circonstances atténuantes, le Gallagher. Il a perdu ses 2 compagnons de trio avec lesquels... C'est ce que j'allais dire. Ça, c'est majeur. Là. Il joue, le gars, il joue sur le 4e trio.
Troisième, avec Belzile et Hoffman. Pour qui on a beaucoup d'affection, là. Ouais. Mais c'est pas... il jouait au sein d'un des meilleurs trios à 5 contre 5 de la Ligue nationale. Il a perdu ses 2 compagnons de trio. Il a été blessé à répétition. La qualité de l'équipe a chuté. Son utilisation a changé aussi. Il est parti d'un rôle au sein d'un premier trio à avoir moins de temps de jeu aussi. Fait qu'il y a beaucoup de choses là-dedans. Puis il y a son entraîneur aussi qui a essayé de l'aider à se réinventer un petit peu. Et c'est arrivé aussi avec Josh Anderson. On l'a noté en début de saison. Il était méconnaissable en début de saison. Fait que peut-être que Gallagher a un petit peu changé, essayé de changer son style en début de calendrier. Fait que donc, beaucoup de circonstances atténuantes. Mais écoute, ce serait dommage que sa carrière casse comme ça, que son cheminement se brise comme ça, parce que ça reste un joueur, c'était un joueur important pour le Canadien. Ouais. On a beau dire, il n'y a pas de... C'est pas un grand patineur, c'est pas un gars avec un tir exceptionnel, mais il fonctionnait à un rythme de 30 buts par saison. Puis ça, que tu les marques de n'importe quelle façon, avec ton casque ou avec la palette, avec la palette de ton genou, si tu les marques, ces buts-là, tu les marques. Là. Il y a très peu de joueurs qui sont capables de faire ça. Alors, c'est ça. Espérons qu'il va réussir à se récupérer. Parce que j'allais dire, son avenir, c'est la 3e et 4e ligne, là. Je veux dire, quand on regarde un peu devant, là, pensez-vous le voir jouer? Mais disons qu'il retrouvait la vraie santé. Là. Bon, puis il est peut-être un peu moins efficace qu'il était à cause de l'âge, là, mais il y a quand même... pouvez-vous imaginer jouer éventuellement avec Suzuki ou avec Kirby Dach? Non, il me semble qu'il n'y a personne qui parle de ça. Il y a personne qui entrevoit ça. Là. C'est parce que là, on est vraiment dans les supputations... Ça va dépendre de lui, ça va dépendre du niveau de jeu qu'il va démontrer. Tu sais, en début de saison, octobre-novembre, les résultats n'étaient pas là tant que ça, mais il obtenait, il me semble, beaucoup de chances de marquer quand même. C'était pas au niveau d'antan, là, mais par rapport au reste du groupe, c'était pas si mauvais que ça. Tu sais, il y avait un certain dynamisme dans son jeu. Puis là, j'étais sur Natural Stat Trick, puis d'octobre à novembre, ils disent que c'est lui qui en a obtenu le plus des chances de marquer de qualité là, avec le Canadien. Après ça, je les ai comptabilisés, je les ai quelque part. Continue. C'est ça. Ben, ici, en tout cas, ça doit pas être si mauvais parce que en tout cas, ce site-là répertorie qu'il y en avait pas mal. Et puis, et je trouvais que ça corroborait ce qu'on voyait sur la glace aussi. Il obtenait des chances, mais ça marchait pas. Est-ce que c'était juste de la malchance? Parce qu'il y avait plus que ça à voir, mais j'aurais encore tendance, moi, à lui donner une autre chance. Là. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont prêts à... Je parle pas ici, là, mais dans les conversations, quand on jase, il y a beaucoup de gens qui sont prêts à dire, regarde, c'est terminé, il est fini. T'sais. Peut-être, mais moi je suis pas convaincu. Là. Visiblement, c'était une fracture au pied. Là. Puis il a comme un peu laissé échapper... c'était autre chose, c'était pas avec mon os. Ouais, c'est ça. Il a dit hier dans le vestiaire, il fallait que mon os guérisse ou en tout cas quelque chose comme ça. Là, il s'est semi-échappé. Puis bon, ça a confirmé ce qu'on croyait bien être le cas parce qu'on l'avait vu se promener avec une botte protectrice au pied droit. Là. Juste une parenthèse, mais au 24 novembre dernier, donc après quand même... un mois et demi, mettons. Une vingtaine de matchs. Ça, Gallagher avait 27 chances de marquer. Il était deuxième dans l'équipe, derrière Caulfield qui en avait eu 35. OK. Alors, ici, ils disent 24, donc vous êtes à peu près à la même place. Donc, c'est ça. Il concrétisait pas. Mais il était là. Mais il était là, puis on le voyait. Mais il est disparu. Il est disparu par la suite. Il est disparu surtout parce qu'il a manqué 45 ou 48 matchs suivants. On savait il était où. Fait que c'est pour ça que moi, j'aurais tendance à dire... Les nerfs. Tirez sur vos chevaux. Non, mais c'est bien. Hold your horses. On va voir. Encore une fois, il va avoir le temps de se préparer cette année. Ça, c'est acquis. On va lui faire 2 bons étés à moins qu'il se blesse dans les derniers matchs. Là, mais bon, sinon, il ne pas de malheur. Mais pas de malheur. C'est sûr que c'est la guigne lui court après. Mais il va avoir un autre bel été d'entraînement, de préparation. Et puis moi, je ne suis pas convaincu que ça ne sera plus un marqueur de 30 buts. Ça, j'ai pas peur de dire ça. Je pense qu'il pourra encore en marquer 18-20. Ce qui est bien. Ce qui serait très bien. Ce qui serait... Surtout s'il pouvait le faire sur un 3e trio. Ben, 2-3, je pense que tout ça va être plus ou moins interchangeable chez le Canadien. Est-ce qu'il va jouer avec Suzuki? Probablement pas. Est-ce qu'il va être de la première vague d'avantage numérique? Probablement pas. Mais de la deuxième, puis idéalement avec un centre offensif,
ou jusqu'à un certain point, mais cette équipe-là va beaucoup changer aussi, là, fait que dans les prochains mois. Fait que c'est dur de dire avec qui on va le voir jouer. Mais moi, je pense que c'est possible qu'il soit encore un gars là, de 20 buts, là, plus ou moins flush. Là. Mais je pense que c'est possible. Je dis pas que ça va arriver, mais il m'en a assez démontré en début de saison pour que je puisse y croire. Et tout ça étant évidemment selon son état de santé. Mais s'il réussit à rester en santé, ça c'est la grande question, je pense que c'est possible. Mais peut-être que son corps arrive tout simplement à bout aussi. Là. Si la saison prochaine, ça recommence, puis début novembre, il se blesse, puis il part pendant un autre 8 semaines, là, il va falloir admettre que son corps lui envoie des signaux. Là. Ça peut pas être juste de la malchance non plus. Ils étaient 2 revenants dans le match contre le Lightning. Puis Martin, je pense que tu as expliqué ma surprise quand j'ai vu qu'ils étaient de retour. Parce qu'ils ne se sont pas beaucoup entraînés. Kirby Dach non plus, c'est pas beaucoup entraîné. Même chose. On n'arrête pas de dire, coudon, il doit y avoir un problème dans la gestion des blessés. Je dis ça comme ça. Là. Parce que des fois, il y a des gars qui patinent pendant 2 semaines avec un chandail sans contact. Ils retournent à l'infirmerie. Puis les pauvres, eux autres, ils apparaissent. Un entraînement, un patin matin. Il va jouer contre le Lightning de Tampa Bay. Un entraînement avec un chandail sans contact. Oui. Oui, en plus. Un entraînement chandail sans contact. Sourcillon. Est-ce qu'on peut sourciller en groupe? Sourcillon. Sourcillon. OK. Mais Dach, Kirby Dach. J'ai trouvé que le descripteur était moins Dach hier. Je pense qu'il a perdu un peu ses repères, mais il va sûrement les retrouver parce que, disons que Dach a été facile à identifier. Là. Puis, c'est quand même étonnant qu'il ait repris avec autant d'aplomb là où il l'avait laissé il y a longtemps. Là. Ça commençait à faire quelques semaines. 14 février. On en a parlé déjà plus tôt. C'est la plus belle histoire chez le Canadien cette saison. Il y a Raphaël, il y a Belzile, il y a Montembeau. Rien que ça, les belles histoires. Il n'y a que ça. C'est juste ça, la saison du Canadien. L'histoire de Dach, c'est vraiment impressionnant en termes de gestion personnelle. Et de voir un jeune joueur comme ça revenir au jeu après une absence d'1 mois, être capable d'avoir un impact. D'avoir l'étincelle tout de suite, de contribuer. Écoute, Kirby Dach va devenir un joueur plus important que ce qu'on pensait chez le Canadien. Oh oui. Je pensais que tu allais dire plus important que quelqu'un. Quand tu es arrivé, Dach, tu regardais son profil de carrière, un gars avec beaucoup de leadership, mais son rendement offensif dans les rangs juniors, je me disais, s'il devient un Lars Eller ou avec un peu plus, ce sera extraordinaire, mais il va être plus que Lars Eller. Il va être plus que Lars Eller. Il est déjà plus que Lars Eller cette saison. Puis, il est méchant. Ouais, hein? Ah ouais. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Il y a le petit quelque chose. Fait que je pense que non, mais c'est ça. Puis j'ai été pas étonné, mais voilà. Ça faisait plusieurs semaines qu'on l'avait pas vu. Puis, en début de saison, c'était un gars qui arrivait. Là, j'ai trouvé que sa présence... Moi, je suis dans mon salon, là. Mais je trouve que sa présence ça se remarquait. C'était dans l'intangible. Non, puis ça a créé une différence comme dès le début du match, ça s'est vu. OK, c'est pas la même équipe. C'est ça. Parce qu'il était là. Faut le faire, là. Même, ça se sentait. Je suis d'accord avec ça. C'était un jeune homme qui était égaré quand il est arrivé. Puis il s'est trouvé, je pense. Martin Saint-Louis l'a replacé sur son X. Complètement. Avec beaucoup de doigté, c'est vraiment impressionnant. Ouais, c'est du beau travail. À moins que vous vouliez ajouter quelque chose sur la semaine du Canadien, peut-être un mot sur le Lightning qu'on a vu 2 fois cette semaine. Vas-y donc, Mart. Puis moi, je lis pas mal chez les médias anglo. Là, ils sont là. Les Maple Leafs vont passer à travers ça comme dans... Il y a sûrement une réplique de mon oncle à faire. Mais regarde, Chaverty fait la porte. J'en avais une, puis honnêtement, regarde, c'est assez aujourd'hui. Non. Mais enfin, je sais pas, moi, le Lightning, c'est un peu... c'est une équipe chouchou ici, si je peux dire ça. Trouvez-vous qu'elle est perdue pour vrai ou que c'est un petit passage à vide? Hier, honnêtement, le Lightning a perdu, mais c'était une performance défensive impeccable. Le Canadien n'a pas eu de chance de marquer dans le match. 5 chances. D'ailleurs, ça fait plusieurs matchs de suite où le Canadien... 6, 7, 8 chances de marquer par match où le Canadien génère vraiment pas d'attaque, mais défensivement, ça n'a pas été mauvais. Vasilevski, je l'ai trouvé ordinaire. Je l'ai trouvé ordinaire hier et il connaît le pire mois
depuis que le Lightning a été éliminé en 4 matchs par Columbus en 2019. Oui. Donc, c'est une petite baisse de niveau dans son cas. Et Vasilevski, c'est l'épine dorsale de cette équipe-là. Alors, en série, il faut qu'il se replace. Il faut qu'il se replace dans le dernier droit de la saison pour être prêt pour les séries. De façon générale, l'équipe a connu son pire passage dans les 3 dernières semaines des 9 dernières années. Là, ils ont eu une séquence à un moment donné de 5 défaites consécutives. Il y a eu l'histoire du premier trio qui a été collé au banc, là, Stamkos, Braden Point puis Kucherov. Ouais. Donc, mais ça, j'ai pas été, de façon générale, j'ai pas été impressionné hier par... Not impressed. Non, par la performance du Lightning. Alors, ils vont devoir se replacer, mais si j'étais chez les Maple Leafs de Toronto, je les prendrais pas à la légère. C'est ça. Pour commencer les mal, comment tu peux dire? J'ai un conseil. Comment, ils vont passer au travers facilement. Non, mais on en a parlé justement après l'épisode du premier trio cloué au banc. C'est comme le bon temps, là. Tu sais, c'est le bon temps là, pour avoir un peu de difficulté. Tu parles de Vasilevski, c'est le bon temps. Là, c'est le bon temps. C'était le bon temps. Puis le Lightning est dans une séquence, c'est assez de 4 semaines consécutives à 4 matchs par semaine. Oui, c'est ça, là. C'est difficile. Fait que à un moment donné, le fil d'arrivée est difficile à atteindre dans ce temps-là. Là, Vasilevski, c'est la première fois qu'il perdait en temps réglementaire contre le Canadien depuis son tout premier match. Contre le Canadien, en saison régulière. Sa vie, là, pas cette année. De sa vie. Qui remonte au 9 avril 2016. Il avait perdu ce match-là. Et depuis ce temps-là, il en a perdu 2 autres en prolongation, mais jamais en temps régulier. Et puis là, il était sur une séquence de... On va le faire en direct. Voulez-vous compter avec moi? 1, 2, 11 victoires de suite contre le Canadien. Ça fait de la bonne radio. Ouais. C'est pour ça que j'ai épelle-nous un site web. Là. Natural Stat Trick. Épelle-nous le WW. Ça, c'est bon. Mais c'est impressionnant quand même comme séquence. Et puis hier, c'est vrai qu'il a été ordinaire. Mais il faudrait être fou. Seul un folle parierait contre le Lightning de Tampa Bay. Alors moi... Et puis, on a déjà dit ça, là, ils sont fatigués, ils sont ci, ils sont ça. Puis, il y a un jour où ça va être vrai, là, c'est comme, tu finis toujours par répéter les mêmes choses. Puis pour Gallagher aussi, un jour, éventuellement, tout ça va être vrai. Mais je ne peux pas parier contre le Lightning de Tampa Bay, même si on sent un essoufflement, même si tout n'est pas rose présentement. Quand la lumière va s'allumer au début des séries éliminatoires et qu'ils vont jouer contre Toronto, qui porte le poids de toute cette tradition. C'est plusieurs poids, même. Plusieurs poids de cette tradition de perdants. Oui. Disons les choses telles qu'elles sont. Que ça va être dur de passer au travers. Oui. 883 depuis le début du mois. Pour Andrei. Pour Vasilevski. C'est difficile dans la Ligue nationale de gagner avec un gardien à 883. Voilà. Bon, là, je suis sur le point de sortir de Montréal. Je suis sur le point. Est-ce que vous voulez parler d'autres? Il y a quelque chose d'autre que vous voulez aborder? Prends pas le tunnel, c'est bloqué. Une bonne blague de radio-circulation. Non, mais Joe Drew. C'est cabotin un peu aujourd'hui. On est un petit peu cabotin. Drew, je suis bien content pour lui. Non, mais moi, je suis comme... Quel lancé, hein? Oui, et le collègue Jonathan Bernier lui a dit... pourquoi tu ne tires pas plus souvent? Tu as une bonne shot, laisse-la aller. il a dit très bonne question, très bonne question. Non, mais... C'est vrai que je regarde la passe souvent, mais là, il n'y avait personne. Fait que je me suis dit, je m'en laisse aller. Non, mais c'est pas... J'ai pas... C'est comme toute l'histoire du couvre-feu, du retard, puis la soirée sur le banc, j'étais comme... est-ce qu'on a besoin de ça? Est-ce qu'on a besoin de ça? Je veux dire, il me semble... Pauvre petit, parce que ça allait bien, ça allait plutôt bien, ses affaires. Oui, mais il y a toujours quelque chose... Non, mais c'est ça, mais depuis le mois de janvier, là, ça allait plutôt bien, ses affaires. T'sais, oui, il marquait pas beaucoup, mais il amassait des points. Il amassait des points, il créait des chances de marquer, il faisait bien des choses. Au centre. C'est jamais aussi bien débrouillé au centre que lors des dernières semaines. Assez correctement pour qu'une autre équipe qui a attiré l'œil de quelqu'un d'autre éventuellement. Puis là, à chaque fois que ça va un peu mieux, on dirait qu'il... Mais c'est quoi il arrive de quoi, tu sais, mais c'est, on s'entend, c'est une niaiserie, c'est anecdotique. Non, mais qu'est-ce que tu penses parce que c'est très André Tourinesque comme façon de faire. Tu sais, on a nos valeurs, les v'là. Jonathan Drouin est le premier joueur à arriver en retard dans un meeting cette année?
visiblement. Ouais. Mais tu sais, c'est André Tourigny, sa phrase, c'est les règles n'ont pas d'émotion. Elles s'appliquent, tout simplement. Donc, tu rencontres ton équipe au début de l'année, voici les règles qu'on établit. Est-ce que vous êtes tous d'accord avec ça? Oui. Alors, maintenant, elles vont s'appliquer. Il n'y a pas d'émotion derrière ça. Mais c'est un peu ce principe-là qui a été appliqué. C'est ça. Mais c'est pas juste pas d'émotion, mais c'est... parce qu'il fallait envisager là, que ça allait faire un splash comme ça fait là, puis que ça allait tourner dans les médias pendant 4 jours, là, une semaine. Oui, mais il se passe rien avec le Canadien depuis des mois. Là, puis honnêtement, ça a duré 2 jours. Là. À partir du moment où Drouin en a parlé, puis il a bien fait ça, ça a été réglé à mon avis. Exactement. Il y en est encore question dans une tribune téléphonique à la radio hier. Là où il y a eu un tour de vis supplémentaire, je trouve, tu sais, bon, le gars est pas... On dit que tu es arrivé en retard à la réunion d'équipe. La règle s'applique et on n'en parle plus. Là, le Canadien se retrouve dans une situation où il faut habiller Drouin. C'est ça. Là, je trouve que ça fait... C'est ça qui est triste, parce que s'il avait juste été healthy scratch... Exactement. Mais là, il passe... Là, c'est comme une humiliation d'école primaire. Exactement. Tu vas t'habiller et tu vas être au banc. Et peut-être qu'on aurait dû dire, écoute, là, on a besoin, on est en manque de personnel, tu vas jouer, puis on appliquera la sanction à un autre match. Mais en tout cas, c'est une réflexion d'entraîneur que j'ai eue en voyant ça, en disant, c'est comme un peu de l'humiliation. C'est un peu violent. Oui. De dire, tu vas t'habiller, puis tu vas t'asseoir sur le banc. Moi, je me rappelle pas d'avoir vu... On parlait du premier trio du Lightning qui est resté toute une période au banc, là. Je me rappelle pas d'avoir vu un joueur au banc pendant tout le match complet. C'est un peu violent. Si le gars est arrivé en retard, il y a une sanction qui s'applique, mais c'est pas lui qui est responsable du fait que vous n'avez pas assez de joueurs sous la main pour jouer. Appliquez-la quand ce ne sera pas... Envoie-le sur la passe. Voilà. Je pense qu'il y a peut-être un petit manque... Ils en ont sans doute discuté. Ils ont probablement débattu de ça en se disant, c'est arrivé là, on fait ça là. On vide la question et on n'en parle plus, mais... Qu'est-ce que tu fais si ça arrive en séries éliminatoires? Tu es dans la Ligue nationale. Là, tu vas pas habiller un gars et dire t'embarques pas du match. La règle a peut-être manqué d'émotion un peu. La règle est facile à appliquer dans le contexte actuel, en tout cas, ça c'est sûr. Question du public, réseaux sociaux. Question du public, réseaux sociaux. Quand c'est la version courte du j'ai pas le temps de me rafraîchir. C'est pas grave. On demandait donc, on est allé un petit peu à l'extérieur de Montréal cette semaine. On demandait aux abonnés. Québécois. On a demandé et la réponse la plus populaire était je rêve d'animer la guerre des clans. C'est dit. Je lance ça dans l'univers. Est-ce que c'est revenu? C'est revenu pendant un bout de temps, mais là, je pense que c'est reparti. Ouais. C'est vraiment c'est notre épisode télé aujourd'hui. On demandait donc à tous les abonnés des réseaux sociaux de Radio-Canada Sport, quelle équipe engagée dans la course aux séries réussira à se faufiler en éliminatoire? Parce que, mine de rien, il reste quoi, une dizaine de matchs? Et ça va nous permettre de regarder ça un peu de manière plus large. Alors, je vous le dis tout de suite, là, il y a beaucoup de réponses qui vont dans ce sens-là. Sur le book, Yannick, dans l'Est, les Pingouins vont dépasser les Panthers. Vous pouvez réagir spontanément ou à quand j'aurai fini. Spontanément ou quand j'aurai fini? Pour le Canadien, ce serait bien. Et je le souhaite aux Pingouins. Là. Je le souhaite aux Pingouins. Johnny dit équipe repêchée Islanders, Panthers. Dans l'Ouest, Seattle, Winnipeg. Parce que dans l'Ouest aussi. L'Ouest, c'est assez réglé là, quand même. Winnipeg, Calgary. Parce qu'au début, sur quand 4 points d'écart. Tu sais jamais, mais disons que les mathématiques ne sont pas en leur faveur. Benoît dit Floride, Winnipeg. Dans l'Est, les Islanders et les Jets dans l'Ouest. Ça, c'est sur Facebook. Sinon, sur le Twitter, on a Olivier Tremblay qui dit le crew de Columbus. Ça, c'est notre collègue. Oui, je sais, je l'ai lu ça. Il est coquin. Un amuseur. Généreux Normand, Floride aussi, ça revient. Leur calendrier me semble plus facile que Pittsburgh. Et Stéphane aussi sur Twitter dit les Pingouins, sinon l'héritier, mon fils aîné, ne va pas s'en remettre. Pas juste lui, hein. Ça fait combien de temps que les Pingouins n'ont pas raté les séries? Je vais dire 17. Ça doit faire... depuis Crosby est là. La première année de Crosby, ils ont raté. C'est ça, mais... Depuis, ils n'ont plus jamais raté. Donc, depuis 2006-2007, ils ont participé à tous les éliminatoires. Et un petit dernier sur le Gram, Jocelyn qui dit Islander dans l'Est et Jets dans l'Ouest.
Qu'est-ce que vous en pensez? Si on fait l'Est en premier... Ils sont à 16. Là, ils essaient d'y aller pour une 17e saison. On parle des Pingouins. Oui. Donc, ils sont tout près. Là, ils frappent à la porte. C'est la première équipe à ne pas être repêchée derrière les Panthers et les Islanders. Est-ce que ça reste comme ça ou ça change? Là, moi, je vais dire les Pingouins à la place de la Floride parce que... comme vous le savez, la plupart de mes prédictions s'avèrent exactes, comme pour les Bruins, mettons, ces choses-là. Et c'est pas tant au nombre, plus que la qualité. La qualité. Celle-là est tellement bonne. Elle est excellente. Ouais. Mais on avait fait cet exercice-là autour de la Thanksgiving américaine, il y a bien longtemps. Ouais. Puis j'avais dit, il y a probablement juste une équipe qui va changer, puis je pense que ça va être les Islanders. Et à ce moment-là, les Pingouins en faisaient partie. Donc j'avais dit, les Islanders vont dépasser la Floride, je pense, ou peut-être Washington à l'époque. Et si les Pingouins et les Insulaires se qualifient, je vais avoir eu tout bon. Alors ça serait comme un petit... Ça serait quand même ça. Ça va corriger ta prédiction sur les Bruins de Boston. Exact. Ouais. Écoute, ça reste comme ça ou... Je pense que les Panthers vont bien par le temps qui court. Les Pingouins sont en glissement, mais je peux pas croire... J'ai de la difficulté à croire avec le leadership, la culture qu'ils ont chez les Pingouins qui vont échapper ça. Là, les Panthers ont perdu hier contre Philadelphie. C'est un gros match qu'ils ont échappé. Donc, ils ont perdu contre les Sénateurs dans un match super significatif. Je pense que c'est 4 défaites de suite pour les Pingouins. Non, mais là, je parlais des Panthers. Hier, ont perdu contre les Flyers. Les Panthers, c'est un peu leur destin d'être exclus des séries. Oui. C'est exceptionnel quand ils se qualifient. Les Pingouins, c'est l'inverse, alors. Ouais. C'est ça. Donc, si le passé est garant de l'avenir, ça peut ressembler à ça. Les Sénateurs sont loin, mais non, dans l'Est, il n'y a plus de course. C'est entre 3 équipes. Excusez. Mais c'est encore très pas... La saison dernière, il y avait, pour ainsi dire, pas de course aux séries. Mais là, il y en a un peu, au moins. L'an passé, il n'y en avait pas du tout. C'est une lutte, dans l'Ouest... Dans l'Ouest? Dans l'Ouest, plus ou moins. On parle de... Il y a 4 points d'écart. C'est ça. Il n'y a pas tant d'aspirants que ça à une place en série. Mais en même temps, 4 points avec 10 matchs, là, moi, il me semble si j'étais le partisan d'une de ces équipes-là, je me dirais... Mettons 10 matchs, là, oui, ça se peut, mais mettons Winnipeg joue pour 500, là, ce qui n'est pas énorme. Ouais. Mais il faudrait que Calgary gagne tous ces matchs. Au moins 7 matchs sur 10 et peut-être même 8. Là. Ouais. Fait que juste tu joues pour 500, là, tu dis, OK, l'autre, il faut qu'il en gagne 8 sur 10. Donc, c'est possible, mais ça rend ça très improbable. Et tu ne peux pas terminer à égalité, là, parce que le nombre de victoires est en faveur de Winnipeg. Égalité. Donc, il faut qu'il en gagne plus. T'sais. Donc, dans l'Ouest, pour ceux qui n'ont pas le tableau sous les yeux, c'est Seattle et Winnipeg, les 2 dernières équipes repêchées. Calgary est derrière avec 4 points. Nashville a 3 matchs en main et 5 points d'écart. Ouais. Il faut que tu gagnes tous ces matchs-là, puis tu ne fais que revenir à hauteur. Donc, c'est pour ça que ça serait surprenant. Dans l'Ouest, ça reste comme ça. Ouais. Martin? Oui. Ça reste comme ça. Dans l'Ouest, ça reste comme ça. C'est un gâchis total à Calgary et Pittsburgh. Moi aussi, Pittsburgh. Je pense que Pittsburgh va remonter. Voilà. Wait! You may be wondering why the red suit. Well, that's so bad guys can't see me bleed. This guy's got the right idea. He wore the brown pants. Cue the music. X gon' give it to you. Wait for you to get it. What the? X gon' deliver to you. Ben, c'est Ryan Reynolds dans le rôle de Deadpool. Et là, je ne ferai pas la traduction, parce que Deadpool, c'est pour un public averti. Disons ça comme ça. C'est le début du film. Je le disais à la blague à notre éminent producteur Jacques-Alexis Bernardin tout à l'heure. Genre, je m'en sers là parce que je ne sais pas si c'est lui qui va... À vrai dire, je pense pas. Est-ce que ça va être lui, le prochain propriétaire des Sénateurs d'Ottawa? Non, mais là, dans le groupe, c'est toujours des groupes, là, mais... je sais pas, hein. Je sais pas c'est quoi les... Lui, il est associé avec le Remington Group. C'est quoi ça? C'est les rasoirs? Je sais pas. C'est pas les rasoirs. Non. C'est quoi ça? C'est un développeur immobilier de Markham. C'est ça. Et qui sont, de ce qu'on entend dire, qui sont très intéressés par le développement immobilier. Est-ce qu'il y a une opportunité de développement immobilier? Davantage que par le hockey. Peut-être que la portion hockey serait plus celle à Ryan, justement, au beau Ryan. Mais ils font partie des principaux, des suspects principaux. On en parle parce que lundi prochain, un dénommé Batman sera à Ottawa. Pensez-vous que on est près d'une annonce, Martin? Est-ce qu'on est près d'une annonce pour la vente? Mais là, les 6 groupes intéressés par l'achat des sénateurs visitent Ottawa cette semaine. Donc, j'imagine vont aller faire un tour sur les plaines Le Breton pour voir... Bon, ici, on pourrait mettre... voir la parcelle de terrain. Oui, c'est ça. Vont aller visiter l'amphithéâtre, vont voir physiquement là, de quoi il en retourne.
Et ce qui est intéressant, c'est ça, c'est que ce qui nous annonce que là, ça commence, on arrive au fil d'arrivée, c'est que Gary Bettman et Bill Daley vont être à Ottawa lundi prochain pour rencontrer le maire d'Ottawa et pour rencontrer les dirigeants de la Commission de la capitale nationale. Qui sont les propriétaires des terres, de fameux terrains où on veut développer, on veut construire une nouvelle arène. Tout ce qui est développement urbanistique à Ottawa, c'est la Commission de la capitale nationale qui orchestre ça pour qu'il y ait une cohérence. Et là, tout le monde spécule sur le prix de vente des sénateurs. On dit que ça va peut-être être 900 millions, 800 millions, peu importe. Canadien. Il y a une surenchère américain. Il y a une surenchère. Ça vaut une équipe de hockey de la Ligue nationale canadienne, ça vaut cher. Et c'est rare que ça arrive sur le marché. Donc, il y aura une surenchère. Mais la vraie partie commence parce que là, Gary Bettman va certainement solliciter les élus à Ottawa pour qu'il y ait des fonds publics d'injecter dans la construction du nouvel amphithéâtre. Je douterais beaucoup que la Ville d'Ottawa ait de l'argent pour faire ça. La province de l'Ontario n'a pas financé de stade ou d'amphithéâtre et ça me surprendrait que ça aille dans ce sens-là aussi. Et donc, la source de revenus potentiels, c'est vraiment le développement immobilier des Plaines-le-Breton. Or, quand la Commission de la capitale nationale a annoncé son nouveau plan de développement, la première fois qu'on avait annoncé le plan de développement des Plaines-le-Breton, c'était M. Melnick qui était là et on lui avait dit tout le développement immobilier est à vous, allez-y. Et il s'était trouvé des partenaires et finalement, il y a eu de la chicane, ça a échoué. Et là, pour empêcher que le projet échoue, comme ça s'était produit la première fois, on a confié à plusieurs promoteurs différents le développement des Plaines-le-Breton et on a dit aux sénateurs, vous allez avoir une parcelle des Plaines-le-Breton. Et moi, je suis convaincu que la Ligue nationale va faire beaucoup de lobbying pour dire, écoutez, on veut que les prochains propriétaires des sénateurs aient le droit de développer une plus grande portion des Plaines-le-Breton parce que c'est ça, ça serait ça la subvention, entre guillemets. C'est ça, exactement. Ouais. Alors, j'ai très, très hâte de voir, mais Bettman et Daley ne vont pas rencontrer les gens à Ottawa juste par politesse. Là. La vraie partie commence et jusqu'à présent, ce qui a été annoncé par la Commission de la capitale nationale, c'est vraiment une parcelle assez restreinte de terrain. Et ce ne sera pas assez probablement. C'est moins intéressant. Ouais. C'est ça. Pour quelqu'un qui va devoir dépenser peut-être 8 ou 900 millions pour construire un amphithéâtre, ce ne sera peut-être pas assez intéressant comme projet de développement. Alors, à suivre. Est-ce qu'on a une idée pas de l'échéancier, mais tu disais les groupes intéressés visitent la ville cette semaine. J'imagine qu'on est on n'est pas loin du fil d'arrivée. Oui, bien, il y en a 6. Alors, j'imagine qu'on va peut-être réduire à ça a déjà été réduit, là. Oui, oui. Mais il va encore y avoir un peu d'écrémage, j'ai l'impression. Et j'ai hâte de voir combien, honnêtement, parce que présentement, c'est une des concessions dans la Ligue nationale qui vaut le moins parce qu'elle génère moins de revenus. Mais le potentiel avec un amphithéâtre près du centre-ville, ça change complètement la donne. Bien, ça change complètement la donne d'un point de vue de développement immobilier parce que l'équipe fera jamais... Ils ne vont pas construire un aréna de 20 000 places. Là. Ça m'étonnerait. C'est quand même un petit marché, là, c'est ça que je veux dire. Il n'y a pas, de la place. Ça va être peut-être 18 500. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que ça reste un petit marché autant au niveau de la vente de billets que du corporatif. Là. C'est pas... Mais la rareté est importante. Il faut que tu trouves le bon nombre de sièges pour t'assurer d'avoir pour ton marché. Alors, ils vont ajuster en conséquence. Mais c'est ça. J'ai très, très hâte de voir... Il n'y a pas beaucoup de gens qui sont capables d'arriver et de dire on va payer 900 millions pour l'équipe et on va construire un amphithéâtre de 900 millions. Mais visiblement, il y a beaucoup de monde qui sont intéressés, par exemple. Mais c'est ça. Est-ce qu'ils vont solliciter des fonds publics à ce moment-là? Je ne sais pas. Mais il y a Michael Andlauer aussi qui est là. Mais là, je me demandais si Andlauer finit par mettre la main sur les sénateurs. Est-ce qu'il devra se départir de son... de ses parts chez le Canadien. Ses parts avec le Canadien. Parce qu'il y a des entreprises qui peuvent avoir des parts. Tu peux être minoritaire dans plus d'une équipe. Bell a une participation minoritaire chez le Canadien, puis dans MLSI. Et à Toronto, oui, c'est ça. Mais... On parle pour les initiés. Le MLSI, c'est le... Maple Leafs. Puis Michael Andlauer, c'est ça. C'est l'ancien... Il fait partie du groupe de propriétaires du Canadien, puis c'était le propriétaire des Bulldogs de Hamilton. Il est encore. Il est dans la Ligue de l'Ontario maintenant.
Mais tu peux être minoritaire dans plus d'un marché, mais je pense pas que tu peux être majoritaire. Ça m'étonnerait. Et minoritaire ailleurs. C'est ça. Donc, ça serait probablement pas possible à ce moment-là. Mais de ce que d'autres confrères éminents et mieux renseignés disaient, je pense qu'on approche là, du fil. Ben, on approche vraiment du goulot de l'entonnoir. Moi, j'achèterais pas ça. Je te le dis, là. J'achète pas ça. Mais ça va peut-être être le fun d'aller couvrir les matchs au centre-ville, oui, à côté. C'est pas loin du market, l'espèce de... Oui. Ça peut être le fun. Marché bail. Oui, c'est ça le bail. C'est bien ça. Ça peut être chouette. Non, ça pourrait être sympathique. Parce qu'en ce moment, c'est pas mal une des pires places où aller dans la Ligue nationale. Bien dit, Alex. Excusez, c'est rien contre les gens. Ben non, j'ai rien. Non, mais en même temps, tu sais, souvenez-vous, on était plein d'enthousiasme quand la saison a commencé pour les Sénateurs d'Ottawa. On se disait, quelle belle équipe. Puis là, il va y avoir des nouveaux propriétaires. Ryan Reynolds va être le nouveau propriétaire. Il est tellement beau. Puis, tu sais, finalement, c'est ça. Non, mais c'est quand même un peu beaucoup... chaotique. C'est pas chaotique tant que ça. C'est un long processus. C'est quand même... Tu viens encore de planter leur aréna. Oui, mais justement, mais ça va changer éventuellement. C'est ça qui est le fun. Il y a de l'espoir à l'horizon. Puis je trouve que c'est quand même une plus belle époque pour être partisan des Sénateurs d'Ottawa que depuis longtemps. Là. Disons qu'il y avait le défaitisme était pas mal plus au rendez-vous dans les dernières années. Voilà, d'accord. Bon. Merci, les gars. Ça plaisir. As-tu vu le premier épisode de Ted Lasso? Oui. C'est moyen. Oui, mais c'est le premier épisode. Martin a confiance. On voit les grandes lignes de l'intrigue se dessiner. Là. Non, mais j'ai trouvé, moi, j'ai trouvé qu'il y avait moins de finesse dans les répliques, la qualité de l'écriture. Enfin, comme tu dis, c'est juste un épisode. Est-ce qu'ils ont changé de script? Je pense, j'ai pas regardé. Parce que ça, c'est quand ça arrive, ça fait mal. Ça fait mal. C'est comme dans Appeler mon agent. Tu l'as regardé, toi? J'ai vu les deux premières, en tout cas le début. Les trois... C'était bon, Appeler mon agent. Ouais. Les 3 premières saisons sont magnifiques. La 4e, c'était un peu un accident de train. Puis ils ont complètement... C'est plus la même autrice. Puis tu le sens dès le départ. Mais c'est plus la même autrice, mais la saison 4, c'est difficile de garder l'intrigue, de lui donner toute sa vie aussi. C'est sûr. Et peut-être que cette question-là se posera aussi. On y reviendra parce que là, j'ai été aussi attristé de constater que j'avais pas tous les épisodes d'un coup. J'étais arrivé tard la dernière fois, donc tout était disponible. Il faut que j'attende. J'aime pas ça. Parce que je suis jeune. Je consomme ça d'un coup. Martin Leclerc, merci infiniment. Merci. Toujours un plaisir. Je rappelle que tu es notre chroniqueur principal au service des sports, que l'on peut te voir, t'entendre et te lire sur toutes nos plateformes. Même chose pour Alexandre Gascon, qui a toute ma gratitude, notre gratitude également. Merci, Alex. Apparemment, c'est le fun. Journaliste affecté aux affaires du Canadien et de la LNH. Un gros merci à Benoît Durand, à la mixette. C'est plus qu'une mixette, là. C'est toute qu'une console. Merci, Benoît. Et un gros merci aussi à Jacques-Alexis Bernardin à la production de cet épisode. Je m'appelle Alexandre Coupal. Passez une bonne semaine. Sur tous les terrains et sur tous vos appareils, Radio-Canada Sport.